Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire que nous avons construit donc avec la société Datron et ainsi de faire votre connaissance, même si c'est virtuellement. Nous allons donc vous parler des fonctions IA qui ont été intégrées dans le logiciel de conception Carveco et de gravure facilitée de grande précision avec les centres UGB Datron. À mes côtés, donc, toute l'équipe de Datron, Stéphanie, qui est à mes côtés. Donc, voici l'agenda. Donc, nous allons essayer de tenir le timing. Nous allons commencer par une introduction, une présentation des sociétés Applicit et Datron. Ensuite, Clément qui est là, je crois Clément, qui est là, va parler de la conception d'une gravure d'exception. Alors, il s'agit de Notre-Dame de Paris avec Carveco IA. Et ensuite, Quentin et Kylian parleront de la production sur les centres UGV Datron pour la gravure et l'impact de la qualité de la matière. Donc, Applicit est un intégrateur logiciel métier, Autodesk et Carveco, qui a été créé en 2006. C'est 52 personnes réparties en 7 agences, avec un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Et nos expertises concernent à la fois la simulation numérique, que ce soit la rhéologie, le calcul mécanique ou la CFD, mais également la fabrication par usinage, que ce soit de l'usinage traditionnel, de la gravure ou de l'impression 3D. Et donc, nous sommes le premier revendeur Autodesk, des solutions Autodesk, qui est donc un éditeur américain, qui développe des solutions de conception de CAO, mais également de FAO, et Carveco, donc en Europe. Donc, nos experts, c'est toute une équipe dédiée au sujet de la FAO et de la gravure, et notamment Clément, qui est à mes côtés, qui est un expert dans le domaine plus précisément de la gravure. Je te laisse te présenter, Clément. Bonjour à tous, je suis Clément Vino-Battistoni, je suis donc graveur. Après les études à l'école Estienne en gravure et en impression, j'ai intégré une société, une imprimerie, où je suis devenu élève de maître d'art et où en fait j'ai appris mon métier de graveur et d'imprimeur, spécialisé en gravure numérique via le logiciel anciennement Arcam, aujourd'hui Carveco, et j'ai beaucoup travaillé sur les machines Datron. Donc ça fait sens aujourd'hui. Et j'ai continué bien sûr à me former, je grave aujourd'hui beaucoup également à la main. Et donc, je suis l'expert Carveco au sein de la société Applicit. Qui plus est, Clément est intervenant à l'école Boulle et Ferdinand Fillot en tant qu'enseignant également. Il a formé également les enseignants, puisque maintenant ces deux écoles ont intégré les outils Carveco pour initier les étudiants à cette technologie-là. Donc, effectivement, nos expertises vont concerner les solutions ex-Arcam. Alors, on parle encore des solutions ex-Arcam parce que Arcam était la solution référente dans le domaine de la gravure avant l'acquisition par Autodesk en 2009. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Carveco, mais pour beaucoup d'entre vous, la solution Arcam est encore quelque chose qui reste présent dans les esprits. Donc, les solutions Arcam ont été ainsi reprises par la société Carveco après le rachat par Autodesk en 2006. Et donc, maintenant, on retrouve les solutions qui s'appellent Maker, Maker Plus et Carveco, qui sont en réalité les ex-Arcam Express, Arcam Insignia et Arcam Pro. Donc, on va de la 2D à finalement des solutions plus avancées dans le domaine de la 3D avec la solution Carveco, avec Arcam. Alors, Arcam Express, ça va être plutôt dédié aux étudiants ou aux particuliers, quand Arcam Insignia est une solution professionnelle, mais plus sur la 2D&, précisément. Alors après, on pourra effectivement basculer vers des démonstrations plus avancées selon les outils que vous choisissez, ou personnellement, si vous le souhaitez. Aussi quelques réalisations numériques réalisées avec l'outil Carveco, et pour reparler des expertises de Clément, des quelques réalisations manuelles qui ont été réalisées en ce sens. Donc, un exemple de partenariat avec un client qui est EuropaFi, avec lequel on réalise toute une action d'accompagnement, que ce soit le délivrable des solutions logicielles avec Carveco, mais également le support technique. Donc, il y a tout un travail de hotline au niveau des utilisateurs et donc un support technique quotidien et un déploiement de licences en mode sécurisé, puisqu'on est dans un contexte de licences qui ne peuvent pas être connectées à Internet. Donc, on sait s'adapter à des environnements particuliers et on a donc délivré des formations de base, des formations de perfectionnement très personnalisées, avec des modélisations bas-relief très, très spécifiques, bien sûr. Et donc, l'objectif est également d'apporter de l'expertise pour faire l'amélioration de performance avec des parcours d'outils spécifiques et donc de la mise en place de reliefs très avancés, encore une fois. Et c'est des solutions qu'on propose également à nos clients. Ce n'est pas seulement
de la livraison logicielle. Voilà quelques références dans le domaine de la monnaie, de l'insigne, de la décoration. Vous reconnaissez donc des sociétés référentes sur ces marchés-là, dans le luxe et la joaillerie, bien sûr. Dans le domaine de l'enseigne, hein, puisque c'est aussi un marché historique de Artcam, puis la partie photogravure et marquage qui utilise aussi massivement ces solutions-là. Donc les métiers, les services proposés par Applicite, au-delà des solutions logicielles qui sont au-delà des solutions logicielles qui sont délivrées, on va parler donc de support technique. On a une plateforme dédiée qui va permettre de poser des tickets et d'avoir ainsi une assistance quotidienne à l'utilisation d'outils. Les formations personnalisées, j'en ai parlé sur site, donc tout est toujours très personnalisé avec la récupération de cas concrets avant la formation pour avoir un contenu pédagogique le plus personnalisé, le plus adapté aux besoins. Et puis, bien sûr, on peut participer à la mise en place de l'équipement global, le choix des machines, le choix des matériaux. C'est aussi ce dont on va parler aujourd'hui avec l'accompagnement avec Codipag et Datron. On va pouvoir accompagner avec une solution globale, matériaux, machines, logiciels, et également apporter un conseil technique pour la mise en place du processus de fabrication. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Clément, qui va pouvoir rentrer concrètement sur le cas que nous avons préparé pour vous. Je vais doubler Clément. Je vais doubler Clément, c'est Stéphanie. Oui, bien sûr. Désolée Stéphanie. Il n'y a pas de mal. T'es lancée. Je partage. Non, j'arrête le partage ou c'est bon? Je ne sais pas s'il faut que tu l'arrêtes. Nous, on va le démarrer. Présentateur, voilà. Voilà, bonjour à tous. Je fais une queue de poisson à Clément. C'est Stéphanie Datron. Donc, alors moi, je vais vous présenter donc, la société Datron très rapidement pour qu'on puisse ensuite entrer dans le vif du sujet, la gravure, d'autant que nos experts vous ont préparé une pièce que je trouve magnifique. Alors, donc, la société Datron, hop, je vais vous présenter dans un… Pourquoi ça ne veut pas enchaîner dans l'espace? Un petit instant. Ah si, ça y est, elle est partie maintenant à toute vitesse. Alors, donc je vais vous présenter Datron Allemagne, c'est-à-dire notre maison mère, puis Datron France, la filiale française. Donc la société Datron a été créée en 1969 à Multal, à côté de Francfort. À l'origine, c'est une société qui fabriquait des composants pour l'électronique, comme nous l'indique la petite cigogne en haut. Ça s'appelait Datron Électronique. Et on a commencé à fabriquer des machines dans les années 80 à l'origine pour produire nos propres composants pour fabriquer nos appareils de mesure, puisqu'on sait des appareils de mesure pour les crash tests automobiles, par exemple, ou des oscilloscopes très spécifiques, enfin tout un tas d'appareils. On avait besoin, dans le cadre de cette fabrication, d'usiner pas mal de matériaux et de graver. Donc, beaucoup de travail avec des petits outils. Donc, on a tout de suite créé des machines avec des rotations de broches élevées, avec de grosses exigences de précision. On usinait, on gravait par exemple des PCB, des faces avant, etc. Donc, plutôt de la gravure industrielle. Et puis, petit à petit, nous nous sommes mis à fabriquer des machines pour nos clients, donc machines d'usinage et de dépose. Maintenant, nous ne faisons plus du tout de composants électroniques, mais que de la machine. Voilà, donc Datron Allemagne, c'est aujourd'hui environ 300 employés, PME allemande, comme ils savent bien faire. Chiffre d'affaires 2024, à peu près 60 millions d'euros, plus de 6000 machines installées. C'est une société qui propose des machines innovantes très orientées applications, qui dépose énormément de brevets. Par exemple, la dernière interface Next, mais aussi qui a été primée de nombreuses fois pour le design des machines. Le quart de l'équipe Datron, c'est les R&D, et au niveau des R&D, le quart à nouveau est vraiment orienté interface intuitive, nouvelles fonctions, etc. Donc il y a vraiment de gros efforts en termes de développement et on est assez reconnu pour ça. Alors, tout ça vos agendas. Datron a déménagé, c'est-à-dire qu'on avait 4 sites autour de Francfort, puisque depuis 1969, on a un petit peu grandi.
On avait donc 2 sites d'affûtage d'outils, un site de production sur Darmstadt depuis quelques années et le site d'origine où il y avait tout l'administratif, les ventes, le marketing, etc. Au niveau de Muttal. Et puis, on vient de tout regrouper, donc on a déménagé et on inaugure le nouveau site le 6 mai. Donc, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de vous déplacer sur l'Allemagne et de visiter la production. On aura beaucoup de machines en fonctionnement, beaucoup de démos, la possibilité d'échanger avec les équipes. Et c'est très rare que la production d'Atron soit ouverte à être visitée. Donc voilà, ça peut être une opportunité intéressante de nous découvrir, de faire connaissance avec nos équipes. Datron est présent partout dans le monde, soit par des partenaires et importateurs ou de vraies filiales. La première filiale, c'est la filiale française que je vais vous présenter juste derrière, qui existe depuis 2013. Et plutôt satisfait de la création de cette filiale, Datron a enchaîné avec Datron Autriche, une filiale allemande pour les outils, Slovaquie, République tchèque, Asie, et puis Datron Dynamique. En fait, il y avait un très vieux partenaire depuis de nombreuses années qui maintenant est filiale aussi. Alors, concernant Datron France a été créé en 2013 sur un petit site de 170 mètres carrés à côté d'Annecy, à Pringy, à 3 personnes, plus de 140, puisqu'on travaille en collaboration étroite avec la maison mère. Et aujourd'hui, donc depuis 2022, nous sommes installés à Sevrier, au bord du lac, avec un site de 500 mètres carrés, un joli showroom où on peut voir tourner 4 machines, un petit peu différents formats et modèles. Et nous sommes 11 personnes, plus les 300 d'Allemagne. Le chiffre d'affaires 2024, 5,3 millions. Et puis, on est en train de finaliser, mais un résultat légèrement inférieur en chiffre d'affaires, mais toujours positif l'année dernière. Donc, voilà, on continue notre développement. Alors, les produits Datron, donc aujourd'hui, on a 3 grands secteurs d'activité en termes de produits, donc les centres d'usinage grande vitesse, les machines de dosage dépose avec un gros savoir-faire. Là, on est toujours sur des projets spéciaux. Ça peut être de la dépose de colle, de joints, de peinture, avec différents types d'approvisionnement, des cartouches ou des vides-fûts intégrables à des chaînes de production. Enfin, il y a un gros savoir-faire. Et là, c'est à chaque fois une étude personnalisée. Et puis, la fabrication d'outils de coupe, on est affûteur d'outils. Bien sûr, Datron France accompagne sur tous les sujets qui vont avec ces produits. Donc, la fourniture d'outils, l'accompagnement process, avec entre autres, au-delà d'une hotline gratuite pour le service, une hotline application qui est là pour vous conseiller. Nouvelle application, nouveaux matériaux, on vous accompagne sur le choix des outils, quels paramètres tester. Et puis après, vous affinez tout ça, mais on ne redécouvre pas tout seul en partant de zéro. Tout ce qui est Datron Next avec des développements et des accompagnements pour bien rationaliser et optimiser les process. Et puis, donc, tout ce qui est service, voilà, installation, formation, maintenance. La gamme de centres d'usinage Datron est très rationalisée. Vous voyez, on a 4 principaux modèles, bientôt un nouveau plus grand, et puis pas mal d'accessoires et d'options autour pour les personnaliser, mais on n'a pas 50 modèles de machines, 50 modèles de broches, plein de CN différentes, ce qui permet, alors moi depuis 2013, je n'ai jamais eu de rupture en pièces détachées sur du dépannage Datron. Donc, parce que justement, on ne se diversifie pas non plus trop et on optimise bien nos équipements. Donc, la petite Datron Neo, alors Quentin vous parlera un petit peu plus de tout ça après, mais donc le plus petit format, c'est du 400 par 500 de course en XY. Et pour le moment, on va jusqu'à du 1000-1005 sur la ML Cube avec différents modèles, certains règles de mesure optique. Enfin, voilà, après, ils ont des spécificités, mais voilà, c'est représentatif de notre gamme de machines. Et de plus en plus, on accompagne, alors une petite image qui parle de tout ça, ces équipements peuvent de plus en plus être personnalisés, orientés, travail en temps masqué, production intensive. Là, on a une ML Cube qu'on a vue sur la page précédente, mais avec des portes automatiques, avec un gros magasin d'outils déportés qui va jusqu'à 143 outils, des convoyeurs de copeaux. Donc, elles peuvent, ces machines sont adaptées aussi bien à de la production de pièces uniques qu'à de la production intensive, avec tout ce qui permet de les laisser tourner toutes seules en temps masqué et d'automatiser le chargement des matériaux.
Affûtage d'outils, donc depuis 2018, on a notre propre site d'affûtage avec des machines Datron qui permettent de tester des paramètres et de nouvelles géométries d'outils. Et beaucoup de brevets aussi au niveau des outils, pas seulement au niveau des machines, avec des fraises boules une dent équilibrées, des fraises 4 en 1 pour une très belle finition de coupe, des outils diamants pour des surfaçages miroirs. Enfin voilà, il y a tout un tas de solutions. Donc ne pas hésiter quand il y a des besoins à nous consulter sur ces outils qui sont utilisés aussi sur d'autres machines que les nôtres. Donc les machines de dosage dépose très rapidement. Donc nouvelle génération présentée l'année dernière sur Industrie. Avec des solutions brevetées, puisqu'on maîtrise à la fois le système de déplacement et les têtes de dosage, ce qui n'est pas courant en dosage des pauses. Très bonne interpolation entre vitesse de déplacement et dosage, des raccords pratiquement invisibles, des solutions, des accessoires pour contrôler à la fois la présence des produits déposés, donc des joints ou des cols, leur présence, mais aussi leur dimension de façon très précise, des dépôts jusqu'à 50 mètres minutes. Donc vraiment un très gros savoir-faire dans ce domaine, avec aussi des solutions complètement intégrables à des chaînes de production. Voilà, je vais laisser la place. Donc pour conclure, qu'est-ce qui nous caractérise? Des solutions high-tech, intuitives, orientées application, des solutions très modulables, puisqu'on a peu de bases machines, mais avec beaucoup d'accessoires et d'options qui permettent de les adapter à vos besoins. Très productives, puisque de très grosses dynamiques et des rotations de broches élevées, ce qui permet d'avancer dans la matière. Et très respectueuse des ressources naturelles, puisque faible consommation d'énergie, des lubrifiants propres, voilà, tout un tas de solutions qui en plus vont dans le bon sens en termes de ressources naturelles. Ça reste une entreprise à taille humaine, que ce soit la maison mère ou Datron France, ce qui vous permet d'avoir des interlocuteurs que vous connaissez et de travailler vraiment en partenariat. Et c'est aussi ce qui nous apporte beaucoup de plaisir dans notre travail, de connaître nos clients et d'avancer le mieux possible ensemble. Et une communauté de passionnés, des clients qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui échangent, beaucoup de vidéos sur Internet, parce que ce sont des machines qui rapidement sont passionnantes dans leurs différences par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres et leur intuitivité, leur propreté. Voilà, elles sont vite assez fascinantes. Enfin, nous en tout cas, on est assez fans de nos machines. Voilà. Donc maintenant, je laisse pour de vrai la parole à Clément, qui va entrer dans le vif du sujet et vous montrer comment ils vont travailler sur cette magnifique pièce. Je vous remercie. Bon webinaire. Au revoir. Bonjour à tous, je prends la parole. On va ensemble travailler et surtout voir le nouvel outil chez Carveco qui est l'outil IA. Pour ceux qui connaîtraient, qui seraient encore sur Arcam, Carveco n'en est que la suite logique. Donc vous allez retrouver tous vos petits, toutes vos habitudes. Pour ceux qui sont déjà sous Carveco, finalement on arrive ici là, sur la page d'accueil de Carveco Pro. Vous allez avoir ici un nouvel onglet qui s'appelle Générer avec l'IA. Vous voyez, ils ont eu l'intelligence de mettre un petit RECO où il y a écrit nouveau. Et c'est de ça dont on va beaucoup parler ce matin. Alors nous avons à peu près 40 minutes ensemble pour voir un petit la création d'un motif. On va travailler sur Notre-Dame de Paris, sur la façade uniquement de Notre-Dame de Paris. Avant de passer à Notre-Dame, nous allons voir les deux outils différents qui existent avec ce nouvel outil IA. Vous voyez, on a deux options différentes. À gauche, vous avez l'option texte en relief, donc c'est-à-dire écrire un prompt, un rédactionnel pour créer une image et après mettre cette image en volume. Deuxième solution qui est de l'image au relief, qui pour le coup, on démarre directement d'une image que vous avez sélectionnée, créée ou en tout cas en stock chez vous, pour la mettre en relief grâce à l'IA. Alors l'IA, je voulais faire un point d'abord avant de commencer la démonstration. L'IA, c'est intelligence artificielle. Ce sont des mots. Je voudrais vous rappeler qu'avant tout, c'est un algorithme mathématique qui va vous permettre la création de motifs, d'images, de reliefs. On est bien sur des mathématiques. Il n'y a
aucune intelligence derrière cet outil. Ce n'est qu'un algorithme qui est entraîné par vos propres exercices et vos propres expériences. Donc, il ne faut pas confondre les choses. C'est un outil en plus dans le grand univers de Carveco, mais en aucun cas, c'est une fin en soi. On y va sur cette première option, donc du texte vers le relief. Oui, pour cela, je clique ici « Générer du texte ». Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et voilà, là, vous allez trouver une zone d'écriture en gris un peu plus clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour rédiger du compte sur l'outil IA de Carveco, nous vous conseillons d'utiliser la langue de Shakespeare parce que cet algorithme est développé par des Anglais et des Américains et du coup, il sera beaucoup plus mieux répondant en anglais qu'en français. Ensuite, pour commencer, il faut savoir que pour écrire un prompt, idéalement, on va vous conseiller d'utiliser des mots-clés. Alors, les mots-clés, ils vont servir à différentes choses. Ils vont servir à façonner le style du modèle. Ils vont permettre de contrôler le niveau de détail, par exemple, de votre image. Ils vont vous permettre également de définir le fond, l'arrière-plan de la scène ou de l'image. Plus vos mots-clés vont être spécifiques et bien utilisés, bien choisis, plus vous allez réussir à créer une image 2D qui se rapprocher de votre besoin, de votre souhait. Alors, on va commencer par exemple, je vous donne des exemples de mots-clés de style. Je vous parlais que ça pouvait devenir un style. Par exemple, vous allez pouvoir parler de 3D modèle. D'accord, vous allez pouvoir parler de texture, pourquoi pas de pattern également, et puis de CGI. CGI, c'est style effets spéciaux. Tout ça, ce que je voulais dire, pardon, c'est, excusez mon accent anglais qui est, ma foi, peu convaincant. Vous allez pouvoir effectivement également utiliser le mot-clé cartoon, flat cartoon. Vous voyez, donc ça va vous définir un style dans votre image. Vous allez pouvoir utiliser le mot-clé painting, bas-relief, ornate, illustration, qui vont vous donner un univers créatif à l'image que vous allez créer. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des mots-clés qui vont vous permettre d'améliorer. Moi, j'appelle ça des mots-clés d'amélioration. Par exemple, hyper réalistique. Un que j'aime beaucoup, c'est grayscale. On va pouvoir également utiliser les mots close-up, gros plan. Celui-ci, moi, j'utilise beaucoup side on. Donc, side on, c'est mettre le profil. Celui-ci aussi, par exemple. Alors, j'aurais pu passer la ligne, ça aurait été plus clair. Sharp detail. Tout ça, c'est des mots-clés d'amélioration. Ils vont vous permettre de mieux symboliser, mieux caractériser l'image que vous allez vouloir créer. Et vous allez aussi pouvoir, pour finaliser un peu cette histoire de mots-clés, pouvoir utiliser des mots qui vont vous isolated ou, par exemple, plain background. Ça va. Par exemple, on va parler d'une souris. Je veux créer une souris de profil avec 2 grandes oreilles, un nez pointu. Et bien, en utilisant ce mot isolated, ça va permettre d'isoler pour avoir seulement une souris et que l'algorithme ne vous crée pas un fond, ou en tout cas ne vous crée pas un univers arrière trop prégnant et qui pourrait vous gêner au moment de la mise en relief de votre image. Vous voyez, des mots-clés comme full scene aussi, vont vous permettre de mieux orienter l'algorithme vers l'image que vous avez dans votre tête pour qu'elle puisse se créer sur votre écran. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va voir quand même quelques exemples. Vous voyez d'ailleurs, de base, on voit bien sur le fond gris. Carveco vous propose tout de suite d'avoir, si vous n'avez aucune imagination et vous voulez quand même faire de la mise en relief, il va vous proposer voilà, une phrase de base. Moi, par exemple, j'aimerais travailler sur un gnome, en anglais un nain, en français. Mais un gnome, ça va être un peu léger comme description. Donc, je vais dire, par exemple, 3D modèle of gnome.
3D modèle, je vous l'ai dit, c'est un mot-clé de style, ça va définir un style à l'image. Mais je trouve ça un peu léger, mais je vais quand même pouvoir le définir. Vous voyez, je vais pouvoir générer une image. Ici, ça va me coûter un crédit. Vous voyez, on a un petit logo avec un C comme Carveco. Donc, c'est un crédit Carveco. Je génère mon image. Il me redemande au cas où, si j'avais pu changer d'avis. Voilà. À chaque fois que vous allez générer, il va vous générer 4 images. 4 images 2D. Très bien. OK. Voilà. Je reviens tout de suite vers vous. On vient de le voir. C'était celle-là. C'est la première. Attention, ça reste un algorithme. Il peut y avoir quelques incohérences. On voit bien que notre gnome ici, il a 3 mains. Bon. Donc attention, si cette image vous plaît, vous voulez partir de celle-là, il faudrait retravailler un peu les choses pour soit lui enlever son bâton et sa main, soit lui mettre le bâton dans la main qui est la plus cohérente. Très bien, sauf que moi, je trouve que ça ne va pas exactement dans le sens où je veux aller, donc je vais pouvoir rajouter avec des mots-clés d'amélioration. Vous voyez, compléter mon prompt. Donc, Grayscale 3D Model of a GNOME. Donc là, on a défini le style, c'est 3D Model. Et là, Grayscale, on vient mieux caractériser les choses. Donc, vous allez voir, il va effectivement régénérer 4 images. Et voilà. Et là, on trouve bien des images qui correspondent plus à ce que j'avais moi en tête. C'est quelque chose qui se rapproche du Grayscale. Vous voyez, celui-ci me paraît assez bien. Attention, toujours, il peut y avoir des incohérences. Donc, il faut bien vérifier quand même. Moi, je souhaiterais, vous voyez, celui-ci est bien de face. Et je le veux parce que je veux faire un bas-relief assez plat. Donc, je le veux de côté, je régénère. Et ainsi, l'outil m'a bien créé un gnome de style 3D en nuance de gris de profil. Je vais vous montrer également, c'est un autre exemple. Et on va partir sur d'autres mots-clés. Donc un bas-relief représentant une femme. Très bien. Vous voyez, à nouveau, on a 4 images. Le mot bas-relief, vous voyez, il amène ce style que l'on retrouve sur les 4 images. Pour l'IA Carveco, le bas-relief, il est en pierre. Donc, on a bien un style pierre. Moi, par contre, j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus décoratif. Donc, je vais pouvoir ajouter devant, par exemple, un ornate, et je vais utiliser même le mot, vous voyez, parce que je sais que c'est anglais comme algorithme, Victorian bas-relief. Donc là, vous allez voir, il va beaucoup plus styliser les 4 images qu'il va générer. Voilà, par rapport à une période, d'un coup, on est très ornementé, ornate, et on va avoir au niveau de la figure de la femme quelque chose qui est beaucoup plus stylisé, qui va correspondre à une époque historique, qui est l'époque victorienne. Alors, je ne suis pas historien de l'art, je ne pourrais pas vous assurer que la coiffure et la draperie et les bijoux soient exactement de style victorien. En tout cas, ça va dans le sens de ce que j'avais en tête. J'aimerais qu'on termine par un dernier exemple au niveau de la création de prompts. J'aimerais créer une pagode chinoise. Sauf que, voilà, vous avez bien compris, je vais essayer de mieux définir ma demande. Alors attention, vous avez vu, on peut ici, je suis à 14 caractères sur 500, on va pouvoir créer un prompt de 500 caractères. Moi, j'ai plutôt tendance à vous conseiller de ne pas trop complexifier ce prompt. À force de complexifier, l'algorithme aura tendance à
à tourner en rond, à se prendre un peu les pieds dans le tapis. Il faut mieux simplifier, mais avoir juste le nombre de mots-clés et la définition et caractérisation qu'il faut, sans en faire trop. Si on en fait trop, il aura tendance à s'en mêler, à mixer un peu tout ça et à être un peu moins juste. Tout ça pour vous dire que je vais venir quand même un peu mieux caractériser le prompt que je suis en train de rédiger en utilisant le mot-clé photoréalistique. Je vais générer. Je peux me demander, moi j'ai laissé effectivement, mais vous pouvez enlever ce message si vous le souhaitez. Ok, vous voyez, on a bien la création d'une pagode chinoise de style photoréaliste. Voilà. Le but du jeu, pour moi, au final, c'est de mettre cette pagode en relief, de créer, par exemple, un coffrage. Du coup, je vais pouvoir à nouveau essayer de mieux définir ma demande. Vous voyez, là, je lui demande, si je traduis, en lui demandant des grandes séparations de creux. Je vais pouvoir à nouveau régénérer. Voilà. Donc là, on peut constater qu'on a la mise en place de quelque chose de plus contrasté au niveau des teintes et du coup au niveau des reliefs par la suite. La première me plaît pas mal, elle est un peu... Alors, je ne suis pas sûr que l'angle, vous voyez, des bouts de pagode soit exactement juste. Celle-ci paraît un peu plus juste, mais moi j'aime bien celle-là. Sur le fond, comme ça, un peu de face, ça me plaît pas mal. Donc, je suis content de ma construction de mon image 2D. Je vais pouvoir passer à la deuxième étape de cet outil IA, qui est l'étape de génération du relief à partir de mon image. Vous voyez, ici, je vais avoir deux possibilités. Une première possibilité qui va être d'enregistrer l'image sous. Alors, si je clique ici, je vais tout de suite, ça n'a pas cliqué. Si, voilà, je vais pouvoir aller enregistrer mon image dans un dossier. Et sinon, je vais pouvoir générer. Excusez-nous, il y a écrit générer le soulagement. C'est une mauvaise traduction de l'anglais vers le français. Il faut l'entendre comme générer un relief. Ceci va me coûter 5 crédits Carveco. Je le lance. Oui, je veux y aller. Très bien, on arrive sur cette nouvelle fenêtre. Vous avez à gauche l'image et quelques caractéristiques à modifier avec des potards, et à droite le rendu 3D que cela va créer. On y va, je vous montre rapidement ces trois outils à bouger. L'onglet, le paramètre profondeur, pardon, va venir gérer et générer les reliefs globaux, généraux. Vous voyez, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Moi, je suis dans ma tête, je vais vers du coffrage ou de la médaille. Il en faut quand même un peu, mais point trop d'infos. Le deuxième paramètre, détail, va venir augmenter les détails présents dans le relief. Si je me mets sur la barre centrale, je suis donc à 0. Si je passe à gauche, cette barre centrale, je vais être toujours en création de relief et pour le coup en négatif, en creux dans les volumes généraux. Moi, j'aurais tendance à aller plutôt dans l'autre sens. Voilà. Et puis, on a un dernier potard qui est celui-ci, qui est celui du plan 0. Vous voyez, si vous regardez sur le rendu en jaune, on va avoir un plan 0 qui va venir araser. Ça marche assez bien sur ce modèle, vous voyez, pour finalement diminuer un peu. Alors, il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, si je vais trop loin, vous voyez, ça va manger mon relief. Mais par contre, ça va me permettre d'enlever une partie des reliefs mineurs qui ne m'intéresseraient pas. Et ça va me permettre également de venir logiquement rabaisser un peu et remettre, on va dire, voilà, je vais m'arrêter là. Tac, très bien. Une fois que j'ai géré ces trois paramètres, je vais pouvoir ouvrir dans un modèle, dans un nouveau modèle, ils disent d'ailleurs. Voilà, et là, on va voir une
une fenêtre de dialogue. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de choisir une résolution haute, qui vous permet d'avoir une belle résolution sur votre 3D, quitte après à venir rescaler dans un second temps votre relief avec l'outil que vous avez ici, qui est l'outil d'emporte-pièce, ou à travers l'enregistrement d'un fichier RLF et l'ouverture de ce fichier à une autre cote souhaitée ultérieurement. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout que, ça c'est très intéressant, Caveco est venu m'ouvrir ces reliefs sur plusieurs calques différents, un calque de profondeur, d'accord, un calque de détail. Donc finalement, on a le détail sur un calque, la profondeur générale sur un autre calque, ce qui va me permettre, vous voyez, là je suis sur mon calque de profondeur, de venir gérer individuellement ces deux facteurs après coup. Je vais volontairement forcer un peu les choses. Vous voyez, là j'ai mis 15 mm. Alors, il faut que je déplace ça. Très bien. Tac. Je vais pouvoir venir ajouter ou pas mon détail par-dessus. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur notre exemple concret, que nous avons un peu travaillé en amont quand même, qui est du coup, donc je recommence, je vais générer avec l'outil IA, il me demande si je veux enregistrer mes changements. Moi, je vous conseille toujours d'enregistrer vos changements. Moi, je ne le fais pas parce que des pagodes, j'en ai quelques-unes déjà en stock. Mais je vous le conseille parce que comme ça vous a coûté 5 crédits au moins au niveau de la génération du relief, moi j'ai un dossier avec pas mal d'objets 3D qui commencent à s'accumuler. Ça vous permet d'avoir aussi un stock pour la suite, pour l'avenir. Concernant Notre-Dame de Paris, nous allons partir d'une image que nous avons sélectionnée. Pour le coup, nous l'avons même achetée pour avoir les droits, mais c'est une image qui vient d'Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire appel forcément à un photographe professionnel. Nous, elle nous a coûté aux alentours de 5 € pour avoir les droits pour travailler dessus. Donc, je clique sur cette deuxième solution, générée directement avec une image. Vous voyez, finalement, pour ceux qui ont l'œil, on est arrivé directement sur la deuxième étape qu'on vient de voir précédemment. Sauf qu'au lieu de partir d'une image qui a été générée par un prompt que vous aurez rédigé, vous allez venir ici parcourir ou déposer directement l'image que vous souhaitez travailler. En l'occurrence, la façade principale de Notre-Dame de Paris. Bon, bah, là, pour le coup, pas de mystère. Nous allons tout simplement générer, comme il dit, générer le soulagement, soit générer du relief. Cela va me coûter 5 crédits. OK, vous voyez, j'ai mon nombre de crédits en bas à gauche ici. Plus l'image va être lourde, plus ce temps de réflexion du logiciel va être long, évidemment. Mais plus elle va être lourde, plus elle va être de bonne résolution, plus vous allez avoir de détails, par exemple, d'informations à utiliser dessus. Je vais essayer de ne pas trop zoomer. Voilà. Chose que je ne vous ai pas montré précédemment, vous voyez, sur notre image, on a bien la façade, mais on a aussi les immeubles adjacents, qui sont avec une résolution, ma foi, plutôt sympathique. On a effectivement le parvis, avec cette perspective, qui elle m'embête pas mal, parce que du coup, on va avoir la création d'un relief en perspective qui est complètement incohérent par rapport à ce que je veux faire. Et on va retrouver un peu les petites maisons sur le côté droit. Depuis quelques temps, c'est assez récent, je dirais ça fait quelques semaines, Caveco fait actuellement assez souvent des mises à jour. On a une nouvelle option qui est l'option supprimer l'arrière-plan. Hop, je vais le sélectionner, c'est fait. Et vous voyez, il est venu faire automatiquement un masque. Et on voit bien sur le rendu, ça a supprimé le parvis, les immeubles et les petites maisons adjacentes. Moi, ça me va bien, c'est plutôt comme ça que je travaillais. Maintenant, on va essayer de réfléchir plutôt aux 3 caractéristiques qui sont profondeur, détail, plan 0. Alors, profondeur, moi j'ai tendance à pas forcément en mettre énormément. Ouais, pour moi, on a beaucoup trop, je vais rester finalement là où j'étais.
qui va beaucoup m'intéresser, ça va être le paramètre détail. Donc, pour le coup, je vais venir zoomer un peu. Ouais, c'est quand même vachement intéressant. Tous ces petits rois et saints que nous avons sur la frise de la cathédrale, en fait, sont faits par le détail. Vous voyez, je ne vais pas trop le renforcer parce que ça va devenir légèrement grotesque. Voilà, là, on est pas mal. Alors, le plan 0 ici, je ne suis pas certain qu'il me soit très utile. On va regarder. Et vous allez pouvoir voir l'effet de ce plan 0. Alors, il m'est assez intéressant parce qu'il me permet de redescendre finalement la hauteur, la batte, la hauteur droite du motif, qui est pour moi plutôt... Voilà, par contre, faire attention, là, je suis en train de manger la fameuse flèche. J'aurai des problèmes avec le président de la République. Donc, je redescends. Voilà. J'ai l'impression qu'il me manque encore un morceau. Non, on est pas mal. Très bien. Alors, pour tout vous dire, ça rame aussi parce que je suis branché sur le webinaire. Mon ordinateur rame légèrement. Habituellement, quand je le fais, quand j'ai pratiqué cet exercice, ça allait beaucoup plus simplement sur le branchement. Une fois que c'est bon, que mes caractéristiques sont à peu près définies, je vais pouvoir ouvrir dans un nouveau modèle. Et on arrive ici, voilà. Moi, ce que je vous conseille souvent, c'est plutôt de partir avec une belle résolution, qui va vous permettre derrière d'avoir un travail un peu plus appréciable. Voilà. Vous voyez, on retrouve effectivement la 3D, on a un vecteur de frontière et Carveco m'a donc collé mes différents reliefs sur différents calques. Je vais les afficher pour vous les montrer. OK. Un premier calque de profondeur globale, générale, vous voyez, on le trouve ici. Je les affiche. Un deuxième calque de détail. Là, on voit bien qu'on est beaucoup moins creux, mais on va avoir pas mal d'informations au niveau du décor. On voit bien ici aussi avec la rosace, hein, on a des éléments assez jolis. Et un calque, parce que vous voyez, on a le parvis, on a les immeubles et les maisons adjacentes. Donc un calque qui s'appelle masse de fond, qui va servir à écrêter finalement cette image pour ne garder que le sujet principal, pour nous, qui nous intéresse en tout cas, la façade de la cathédrale. Alors je vous ai dit, pour moi, l'IA n'est qu'un outil assez merveilleux, parce qu'on a finalement créé un relief qui est pas si mal en 3 clics. Par contre, effectivement, moi j'ai la volonté d'améliorer légèrement la chose. Je vous ai dit légèrement, ça va aller assez vite. Voilà. Donc, au préalable, je vais revenir sur ma vue 3D. 2D, pardon, excusez-moi. Là, on a l'image en fond. Cette image, elle va un peu me gêner pour travailler mes vecteurs, donc elle est sur mes calques bitmaps, cette image. Je vais juste ouvrir un nouveau calque, voilà, vide, qui va permettre tout simplement de voir les vecteurs. En cliquant sur ma petite pastille noire à côté de mon calque vecteur, je vais pouvoir choisir une nouvelle couleur. Je vais choisir de mettre ces nouveaux vecteurs en bleu. Préalablement, je vous avoue que j'ai créé des vecteurs histoire de gagner du temps sur notre démo de ce matin. Le dessin de ces vecteurs m'a pris environ entre 25 et 35 minutes, donc une demi-heure à peu près, quelque chose d'assez rapide tout de même. Grâce à ces vecteurs, je vais finalement créer des nouveaux reliefs qui vont pour moi mieux distinguer quelques éléments. Donc je reviens au niveau de mes calques reliefs, j'ouvre un nouveau calque, je vais l'appeler fronton, et je vais venir sélectionner tac, le vecteur qui correspond à ça. Alors, excusez-moi, il faut que je dégroupe mes vecteurs. J'ai fait clic droit, dégrouper les vecteurs. Il faut juste que je trouve mon calque de fronton. Il est là, c'est génial. Je vais sélectionner en parallèle de ça une, 2, 3
4 colonnes. Et je vais faire des choses très simples. Vous allez voir, je vais juste travailler avec l'outil éditeur de forme. Je vais lui demander de me créer, donc avec cet outil, je pourrais créer des formes rondes, carrées, en tout cas point de diamant, ou des plans. Je vais rester sur un plan. Je vais demander de me créer un plan à 0,65 mm de haut. Je n'ai rien sur mon calque à part celui-ci, donc je peux rester en ajouter, même si j'ai tendance à toujours, par défaut, me mettre en fusionnéo. J'applique ce relief. Je regarde, voilà, mon aperçu de relief ici, ma petite étoile me confirme que j'ai un jaune, donc j'ai bien un relief à ce niveau-là. Je vais continuer, je vais lui changer son mode de fusion, je vais le mettre en fusionnéo, ce calque, fronton, vous voyez, le petit logo a changé ici. Je vais ajouter un nouveau calque que je vais appeler colonne. Pareil, ce calque, je vais choisir ici, il est en mode ajouté, je vais mettre en mode fusionnéo. Je vais donc tout simplement venir sélectionner mes petites colonnes. J'en ai 3, j'en ai 4. Et j'en ai 8. Je vais faire CTRL-G, donc je viens de grouper mes colonnes et je vais tout simplement demander au logiciel, je reprends mon éditeur de forme. Tout bêtement, je vais encore créer un plan, donc je laisse cocher plan. Je tape ici 0,7 mm en fusionnéo. Je valide. Et je viens de créer mes petites colonnes en relief. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste afficher mes nouveaux calques. Je vais vous les montrer sur ma vue 3D. J'enlève l'affichage de mes reliefs, de mes vecteurs, pardon, pour vous montrer mes reliefs. C'est dans ce sens-là. Vous voyez, très bien. Donc là, on voit bien qu'on a ici mon fronton et mes colonnes. Je vais continuer en ajoutant une balustrade. Quelques balustrades que je vais également mettre en fusion haute. Je prends mon vecteur qui est ici. Je vais réouvrir mon éditeur de forme. Je vais demander pour le coup 0,85 mm. J'applique. La balustrade vient d'être créée. Vous voyez, je vais vous la montrer. Elle est ici. Tac. Je vais continuer comme ça, à essayer d'avancer. Je vais travailler quelque chose qui est assez important. Je vais essayer de vous montrer sur la vue 2D. Je vais vous remettre la photo. Tac. On le devine bien ici, ce sont les volets des deux clochers de Notre-Dame. Ces volets donc, cachent les bourdons et autres cloches des clochers et permettent une meilleure diffusion du son. Graphiquement, c'est quelque chose qui, moi, me paraît assez important. Donc, je vais ici créer un nouveau calque relief que je vais appeler volet. Ces calques reliefs, je vais laisser en ajouter. Je vais les afficher l'image. Et je vais venir sélectionner, vous voyez, j'ai dessiné ici par rapport à mon image, en fait, j'ai dessiné sur mon image en vectoriel, avec les outils de dessin, que ce soit l'outil polyligne, l'outil rectangle ou l'outil rond, en l'occurrence, j'ai dessiné juste les vecteurs. Pour créer ces volets en plan incliné, je vais utiliser l'outil qui se situe ici, en haut, créer un plan angulaire. J'ouvre cet outil. J'ai 2 points qui viennent de se placer sur mon vecteur. Je vais juste, moi, par contre, venir les replacer aux endroits que je pense être plus judicieux. Ouais, je les place à chaque fois au milieu de mes grands vecteurs, un en haut, un en bas. Et je vais simplement laisser le point du haut, ici, le point 1 à 0, et le point du bas, celui-ci, je vais le mettre à 0,2 mm. Je vais choisir de travailler en mode de fusion haute. Je vais appliquer. Donc, je viens de créer un plan incliné de 0 à 0,2, du haut vers le bas. Sans fermer mon outil, je vais juste venir recliquer sur le vecteur situé en dessous. Je vais simplement venir déplacer mon point. Je le mets, alors oui, je suis un peu à côté, donc ça va pas être très droit.
je le mets bien sur le point central du grand vecteur. Là, il faut simplement que j'inverse mes deux cotes et je viens créer une deuxième fois le même volume de 0 à 0,2. Je reste en mode combiné fusion haute, j'applique. Et je vais faire ça sur les 5 formes. Alors, il y aurait d'autres manières de faire, mais évidemment, on pourrait copier-coller le relief, le replacer. C'est tellement rapide de faire comme je fais là qu'il y a des moments où finalement je ne m'en vais pas à faire n'importe pièce. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir continuer à utiliser cet outil plusieurs fois quand on ne le ferme pas. Et là, il faut à nouveau que j'inverse 0 ici. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent, c'est en train de créer en direct sur l'affichage 3D. Je ne vous le montre pas volontairement parce que vous avez vu, mon logiciel a tendance à ramer avec la diffusion du webinaire. Mon ordinateur est un peu au bout de sa carrière. Mais ça avance bien, on a presque fini les volets. Tac, un dernier, je valide. Je vais vous montrer maintenant une fois que c'est terminé. Génial. Nous avons donc bien sur la vue 3D la création de ces magnifiques plans inclinés qui vont de 0 à 0,2 mm. Vous voyez, si je me mets le profil, vous allez bien les voir. Hop. Tac. Génial. Par contre, ces volets, on l'a bien vu, ils ne sont présents uniquement que dans les clochers. Donc, je sélectionne les 4 formes des ouvertures des clochers. Je vais venir faire une remise à 0 dans ces vecteurs. Très bien, donc on garde effectivement maintenant le motif de ces volets que dans les clochers. Donc, je suis satisfait. Je vais par contre maintenant rajouter un élément important, l'élément que je vais appeler fenêtre, ou en tout cas ouverture, on pourrait l'appeler, bref, fenêtre, ça marche très bien, qui concerne effectivement ces ouvertures dans les clochers, donc je les resélectionne. Ceci va aussi concerner la grande rosace, ces 2 ouvertures-là. Ça va concerner également les accès au rez-de-chaussée. Je ne sais pas si on dit un rez-de-chaussée de cathédrale, je ne crois pas. Une fois que j'ai sélectionné tous ces éléments-là, je vais leur demander, c'est à côté, de me le mettre à 0,2 mm, de créer un plan à 0,2 et pour le coup, en soustraction, en suppression. Donc, on est en train de créer un creux, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, on vient d'enfoncer les fenêtres. Finalement, mes volets sont bien à l'arrière de ma façade. Tout est logique. J'applique. Et je vous montre maintenant le rendu. On a bien des fenêtres, des colonnes qui sont... par contre, vous voyez, je trouve que ma colonne n'est pas très définie par rapport à mon fronton. Je vais pouvoir très facilement venir sélectionner mon calque. Je pars aussi, voilà, quelques colonnes. Je vais prendre cet outil dont je vous parlais tout à l'heure, l'outil de mise à l'échelle de relief. Je l'ouvre. Il me dit que je suis à 0,7. Sur mes notes, j'ai noté que j'aurais dû être à 0,75. Donc, vous voyez, ça vient de bouger à l'instant. Je modifie. Je suis maintenant bien à 0,75, 0,65, 0,85. Tout cela me paraît bon. Je voulais juste vérifier quelque chose, parce qu'a priori, on va avoir une petite erreur. Tout va bien, mais c'est parce que j'ai dû oublier un élément ici. Non, mais c'est moi qui ai fait les bêtises. Mon fronton, vous voyez, je l'ai mis, pas mon fronton, excusez-moi, la balustrade, je l'ai mis en haut, elle aurait dû être ici. C'est pas grave, il n'y a aucun souci. Je vais très bien pouvoir rapidement créer un vecteur, effacer le relief présent dans ce vecteur. Je supprime mon vecteur, je réouvre, je resélectionne le bon vecteur et je viens ici créer mon fronton. La balustrade, excusez-moi, à 0,85 mm. J'ai corrigé très rapidement, je vais en fusionner haut, on est bon. On va voir
sur le 3D si tout va bien. Effectivement, c'est d'un coup beaucoup plus cohérent. Attention, on a bien ici les fenêtres qui dépassent, qui débordent sur la balustrade. C'est pas grave, je resélectionne ce vecteur de balustrade, je le mets sur le calque de fenêtre, des ouvertures en tout cas, et je viens araser, remettre à zéro. Et voir, hop là, le relief est parti, on peut venir le vérifier sur le 3D. On est d'accord, il n'y a plus ce relief, on est tout bon. Maintenant, ce que je vais faire, mes nouveaux volumes que je viens de créer, je vais les fusionner sur un calque, que je vais appeler le calque Clément, comme ça je sais de quoi je parle. Donc, il n'y a que mes calques qui sont affichés. Je fais un clic droit sur relief de face, je viens cliquer sur fusionner. On a un nouveau calque fusionné que je vais appeler tout bêtement relief Clément Vineux-Battistoni. Je vais pouvoir maintenant travailler sur les précédents calques que m'avait fourni Lia Carreco. Ma profondeur m'a l'air beaucoup trop importante, vous voyez, on le devine ici. Donc, je vais pouvoir, en utilisant l'outil de mise à l'échelle relief, ici redéfinir. Ok, il nous a mis 38 mm, c'est gigantesque. Nous, on va lui demander de manière beaucoup plus raisonnable 1,5 mm. J'applique. Je vais sortir mon outil. Je constate que tout va bien. On calque les tailles. On va, pareil, et venir vérifier sa hauteur. 0,355, j'avais noté sur mes notes, donc on va vérifier pour être le plus proche de la réalité de ce qu'on a réalisé. 375. Je valide et je sors mon outil. Je vérifie simplement celui du fronton, 0,65, tout va bien. Et j'ai maintenant quelque chose d'assez intéressant parce qu'on va avoir, vous voyez, du beau détail grâce au calque détail de l'IA. Et en même temps, je suis venu améliorer les choses au niveau des fenêtres. Vous voyez, on a un petit recul au niveau de la rosace, au niveau des ouvertures. On a cette balustrade qui revient légèrement. On a différencié le fronton général de l'arrière de la cathédrale. On est venu assez rapidement, venu remettre des reliefs au niveau des volets. C'était quelque chose qui, moi, me paraissait fort important. Je suis assez satisfait. Je vais venir une nouvelle fois sélectionner relief de face, clic droit, fusionner tous mes calques. J'ai un calque fusionné. Je vais venir, c'est pour le gaufrage sur un papier qui se comporte très bien. Donc, je vais mettre un pan de dépouille assez léger. Je vais venir mettre un pan de dépouille de 30 degrés, par exemple. Tout va bien. Ces pans de dépouille, je pourrais retravailler pour les nettoyer légèrement. Vous voyez, j'aurais tendance, là, quand je vois un peu ça, j'aurais tendance à redescendre un peu finalement le fronton qui m'a l'air trop élevé par rapport au reste. Vous voyez, il est beaucoup trop en décalage par rapport au reste, donc j'aurais dû redescendre un peu le fronton, mais peu importe, ça aurait pris 2 clics, vous l'avez compris. Une fois que j'ai réalisé ça, j'aurais tendance à venir désafficher mes calques vectoriels, créer un nouveau calque que j'appellerai usinage, pour lequel je viendrai créer des nouveaux vecteurs, créer frontière relief. Là, je vais me mettre au minimum 0. Si tout va bien, je viens de créer. Ok, génial. Je viens de créer les frontières qui correspondent au pourtour domptif. Attention, il y a des choses à l'intérieur qui ne m'intéressent pas, donc je déclic celui de l'extérieur, je supprime l'intérieur, il ne me reste plus qu'un vecteur, celui-ci. Vous voyez, c'est là où j'ai dû me tromper un peu, ce que je vous disais au niveau de mon relief de fronton, parce que le décalage, on le voit bien au niveau de la couleur, hein, le contraste entre ce fronton et l'arrière est beaucoup trop fort. Sur le modèle que nous avons réalisé et gravé, celui-ci est beaucoup plus juste. Je ne vais pas le refaire parce qu'on est un peu pris par le temps. Pour terminer, ce que je voulais vous montrer, c'est que
cette figure de ma cathédrale en relief, dans le sens lecture. Je vais venir en un clic la renverser. Ici, je vais faire une inversion du relief mâle-femelle. Donc finalement, pour les gens qui font du gaufrage matrice, enfin contrepartie matrice, j'y vais, je le renverse. Il faut que je pense évidemment à inverser également ces vecteurs. Ah, il a copié, c'est pour ça. Tac. Et maintenant, je vais pouvoir, j'ai tous les éléments, je peux même fermer mes calques relief, j'ai tous mes éléments pour venir ici, soit créer un parcours outil, soit charger un template de parcours outil que vous auriez bien évidemment déjà en stock, déjà créé et enregistré pour gagner du temps. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Quentin de chez Datron qui va nous présenter effectivement l'usinage, que ce soit au niveau de Carveco, tant au niveau de Carveco que de Datron. Et merci à vous. Merci Clément pour cette présentation. Alors, je vais juste prendre le relais au niveau de l'écran. Montrer mon écran. OK. Donc, merci donc encore Clément pour cette présentation exhaustive sur la création donc, du relief de Notre-Dame. Je me présente rapidement. Donc, Quentin Ramaille, je suis ingénieur application chez Datron France. C'est souvent moi que vous aurez comme interlocuteur. Voilà, Stéphanie a parlé de hotline application. C'est moi qui, du coup, vous aurez avec mon collègue Kylian donc, en interlocuteur pour justement toutes les questions qui vont concerner la programmation sur logiciel, mais également l'usinage sur machine. Donc, on conseille stratégie, outils et mise en production de nouveaux process. Donc, dans ma présentation, je vais vous parler du coup de plusieurs choses déjà. Donc, le process général du lancement d'une gravure Carveco sur un centre d'usinage Datron. Donc, on va commencer déjà par parler un peu paramétrage, préparation à l'usinage, donc sur Carveco. Le choix d'outillage, on va parler aussi un peu de notre spécialité à nous, donc qui est la conception et la fabrication d'outils de coupe pour centre UGV. Et on parlera aussi un petit peu de la matière, l'importance du choix de la matière dans le lancement d'une gravure. Puis ensuite, on parlera de mise en production sur machine. Et on fera du coup le détail donc des opérations d'usinage qui nous ont amené à usiner donc la gravure de Notre-Dame. Alors, tac, je vais essayer mon PowerPoint. Voilà, donc grosso modo, lorsqu'on lance un process d'usinage donc sur une gravure, on va pouvoir parler donc de quatre grandes parties. Tout d'abord, la partie paramètres Carveco et stratégie dont je vous ai parlé, la sélection du choix d'outils, la sélection de matière et enfin le transfert sur machine de notre usinage. Clément vous a présenté donc le côté plutôt conception de Carveco, mais c'est également un logiciel donc de fabrication cité par ordinateur, donc de FAO. On va retrouver plusieurs types de stratégies, notamment des stratégies 2D déjà pour commencer, où on va du coup pouvoir programmer des outils donc plutôt de dorure, où on va donc générer des stratégies avec une liste d'outils donc qui va de l'ébauche jusqu'à la finition, donc des fraises plutôt droites vers les pointes à graver, où on va pouvoir sortir des outils comme vous avez sur l'image ici, la petite rose, donc des outils qui ont plus, on va dire, deux niveaux, grosso modo, avec une dépouille donc, qui sera générée par ces points à graver. Mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, nous, ça va être l'usinage en relief, voilà, avec les parcours d'outils 3D, où on va retrouver plusieurs stratégies, donc notamment des balayages qui vont nous permettre de venir usiner la surface en relief qui a été conçue du coup par Clément et venir justement capter tout le détail, toute la finesse des différents niveaux qui ont été générés donc par Carveco. Voilà. Donc dans ces stratégies, donc dans ces opérations d'usinage en relief, on va retrouver plusieurs stratégies, notamment déjà des stratégies par balayage qui vont consister en fait à suivre une direction. Donc voilà, l'outil va venir faire un zigzag sur la matière, donc en suivant une direction bien précise, un angle bien précis. Donc il n'y aura pas de variation, on va dire, de parcours autre que du coup la direction choisie par l'utilisateur. Et on va aussi utiliser donc des opérations plutôt dites de décalage, que ce soit 3D ou en spirale, où là on va venir en fait suivre une trajectoire qui va venir épouser le contour de notre relief, ou du moins du vecteur qu'on aura choisi. Donc là, en l'occurrence, le contour que Clément a créé à la fin, voilà, va nous servir pour justement guider notre tracé, notre parcours d'usinage.
Voilà, donc plutôt décalage 3D, on va venir se décaler niveau par niveau, ou en spirale, on va venir juste resserrer ou écarter une spirale qui va suivre petit à petit le vecteur contour qu'on aura sélectionné au moment de la programmation. Ensuite, dans toutes les opérations 3D, il y a plusieurs paramètres auxquels il faut faire attention. Donc, le premier, notamment, c'est ce que ça va concerner le pas. Donc, le pas en XY, ça va être le décalage qu'on va prendre avec notre fraise pour venir justement usiner notre relief. Plus un pas est serré, plus le relief, plus l'usinage sera précis, plus on aura de détails. Donc, en général, on va commencer par des pas plus élevés lorsqu'on sera en ébauche pour arriver vers des pas vraiment très serrés lorsqu'on sera en finition. L'autre paramètre qui est extrêmement important lorsqu'on va faire des opérations d'usinage 3D ou même 2D, ça va être la tolérance. La tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart qu'on choisit d'avoir entre deux points pour justement venir épouser au mieux notre relief. Vous voyez, une tolérance de 5 centièmes sur la première image ici a beaucoup moins de détails qu'une tolérance de 1 micron. On voit ici beaucoup plus de variations, on vient capter beaucoup plus de détails, on vient faire apparaître vraiment beaucoup plus d'aspérité et de précision dans notre usinage. Donc là, la tolérance 1 micron est peut-être un peu extrême, mais c'est vraiment pour montrer l'influence de ce paramètre lorsqu'on va lancer un usinage, finalement. Donc voilà, si on a un usinage aussi précis et pointu que celui de Notre-Dame, on va vouloir avoir des tolérances assez élevées, assez, serrées lorsqu'on va venir usiner dans nos opérations de finition ou de superfinition pour justement venir capter tout le sel de la conception, tout le détail de l'image qui nous a été fournie. Voilà, donc comme je le disais, grosso modo, des stratégies toujours qui vont de l'ébauche vers la finition avec une tolérance et un lissage qui soit vraiment précis lorsqu'on a des outillages qui sont très détaillés. Stéphanie vous en a, pardon, oui. Donc là, je vous montre rapidement l'influence en fait de l'évolution d'une gamme d'usinage, lorsqu'on va venir faire un outillage en relief. Vous voyez, donc on commence par des outils d'ébauche, des opérations d'ébauche, avec des outils plutôt de type fraise droite, où on va venir dégrossir au maximum notre brut pour venir se rapprocher de notre forme finale. Donc toujours en laissant une surépaisseur. Donc vous voyez beaucoup de parcours d'outils pour venir dégrossir, dégager la matière. Donc dans ces opérations-là, on va vouloir aller le plus vite, perdre le moins de temps possible pour justement passer plus de temps en finition et amener beaucoup plus de précision. Ensuite, plutôt des étapes de semi-finition où là, on va venir avec un autre type de fraise, donc des fraises plutôt hémisphériques où on va venir justement dégrossir encore plus, donc affiner le travail de nos opérations d'ébauche, toujours en laissant une surépaisseur, en approximant la forme finale de notre réalisation. Et enfin, l'étape de finition, de superfinition avec des fraises hémisphériques toujours, mais cette fois plus petites, pour venir justement capter le détail de notre conception, où là, on va avoir du coup les pas les plus fins et les tolérances les plus serrées. Voilà, donc Stéphanie vous en a parlé tout à l'heure, mais Datron, donc, on ne fournit pas que des machines, nous sommes également carburiers, on conçoit et on fabrique nos propres gammes d'outillage pour justement l'usinage et en centre UGV. Donc, la première grande catégorie, grande gamme de fraises que l'on préconise et que l'on utilise lorsqu'on fait de la gravure, ça va être les fraises une dent droite, donc 4 en 1, dites 4 en 1, qui permettent justement d'usiner un grand panel de matériaux dans plein de conditions différentes. Ces fraises, elles ont pour spécificité d'être équilibrées. Donc équilibré, c'est très important parce que nous, notre spécificité en termes de fabricant de machines, c'est les broches haute fréquence. Donc on va vouloir avoir une rotation la plus stable possible. Donc pour ce faire, on utilise des fraises équilibrées et avec un polissage un peu particulier, donc qui donne une acuité d'arête à la fraise qui est très importante pour pouvoir justement avoir cette versatilité, polyvalence dans tous les matériaux, notamment dans le laiton, qui est donc un matériau utilisé qui est très souvent utilisé en gravure. Donc voilà, ces fraises-là en ébauche nous permettent d'utiliser des vitesses de rotation et d'avance assez élevées pour qu'on puisse justement être efficace lors de nos opérations d'ébauche. Pour les opérations de finition, semi-finition, finition, on va utiliser, donc, comme je le disais, des fraises plutôt hémisphériques qui vont nous permettre justement d'usiner sur un point et de pouvoir justement capter tout le détail et donner tout le relief et la vie à notre outil. Donc fraise boule, une dent, deux dents plutôt, donc revêtue ou non en fonction de ce que vous usinez comme matériau. Donc tout diamètre à partir donc, du diamètre 10 jusqu'au diamètre les plus fins, donc 0,3, 0,2, même 0,1 pour pouvoir justement venir donner tout le détail et toute la précision à notre outillage.
Enfin, je fais un petit crochet par là, même si on ne va pas en utiliser dans notre gravure aujourd'hui, donc les pointes à graver pour justement tout ce qui va être outil de dorure. Donc, ce sont les fraises qui vont nous donner donc, ces dépouilles que vous connaissez certainement sur les outils pour justement venir appliquer donc, la dorure sur le matériau que vous voulez dorer, donc le papier ou autre. Et donc, ces fraises-là vont être très utiles lorsqu'on va vouloir amener beaucoup de précision et de finesse à un outillage, puisqu'on descend jusqu'à des diamètres de 5 centièmes avec des angles à 20 degrés. Une nouvelle gamme donc, qui est sortie l'année dernière de pointes à graver, qui est plutôt hémisphérique pour le coup. Donc, c'est des pointes qui nous permettent justement d'aller peut-être un peu plus vite lors des usinages en relief. Donc, est disponible aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit crochet donc, par la matière et notamment vous parler de notre partenaire Codipac qui nous fournit du coup notre laiton. Codipac, donc un fabricant, donc un fournisseur pardon, de matière de laiton donc dédié gravure, donc avec deux gammes, plutôt standard ou alors premium. La grande différence entre les deux, donc nous on utilise exclusivement du laiton premium car il a la spécificité d'avoir un recuit qui permet justement de retirer en fait les contraintes dans la matière pour éviter la déformation après découpe, qui est vraiment un avantage parce qu'on a souvent eu des problèmes avec d'anciens fournisseurs de laiton où quand on venait finir un usinage ou une découpe, etc., l'outil n'était pas forcément plan et donc venait justement soit dégrader la gravure ou alors carrément amener des pertes dans le bridage de la pièce. Donc voilà notre partenaire Codipac qui nous fournit ce type de matière qu'on utilise exclusivement lorsqu'on fait de la gravure aujourd'hui. Et je vais vous montrer en parallèle une petite vidéo justement pour vous montrer l'influence justement du choix de la matière et du laiton lorsqu'on va vouloir usiner. Donc cette vidéo, je vais vous la commenter pendant que je la diffuse. Donc Codipac, un fournisseur qui nous donne du coup, qui nous fournit donc ces matières. Et donc cette vidéo vous explique du coup l'influence du choix de la matière dans votre process de gravure. Donc on voit un laiton donc, de qualité miroir. Voilà, avec une épaisseur qui est calibrée et qui est justement bien pour la gravure, prévue justement pour les outillages. Donc là, dans notre émue de cube, nous allons faire un test de surfaçage entre un laiton classique et un laiton premium fourni par Codipac. Même paramètre, même vitesse d'avance, et on va voir du coup l'influence de la matière lorsqu'on usine, qu'on fait un surfaçage sur du laiton. Donc là, on va commencer par surfacer une plaque de laiton standard, donc qui n'est pas fourni par Codipac, avec beaucoup de contraintes à l'intérieur. On va voir que lorsqu'on libère le vide, vous voyez, la matière a tendance à se galber, à se bomber, comme on voit sur le test ici. Donc ça peut amener, comme je disais, plusieurs problèmes. Ça peut amener donc soit une perte de bridage par le vide, ou alors carrément du coup, un outil qui est plus utilisable du fait de son galbe. Et donc là, le même test effectué sur du laiton Codipac, on remarque que lorsqu'on libère le vide, on n'a pas cette flexion, on n'a pas ce galbe qui vient se créer suite aux contraintes. Donc c'est un matériau beaucoup plus stable et beaucoup plus simple à usiner. Nouveau test aussi fait avec un outil miroir. Donc là, on va venir faire un état de surface brillant justement pour montrer la différence entre un laiton qui est contraint et un laiton qui n'est pas contraint. Vous voyez la différence d'aspect entre le premier qui n'avait pas de traces et le deuxième, on voit les ronds, les défauts d'aspect à l'œil. Donc voilà, pour nous, ça a vraiment été un déclic. On utilise vraiment maintenant plus que du laiton fourni par Codipac, donc laiton premium dédié gravure. Voilà. Je reviens sur ma petite présentation pour passer à la suite. Donc, je vais un peu étayer ce que disait Stéphanie tout à l'heure en vous présentant donc, notre gamme de machines. Donc, ils vont de la Neo, donc la petite machine en 500-400, à la MX Cube, donc machine de production, on va dire, plus intensive, avec armoire de changement d'outils, beaucoup plus de vitesse et d'avance. Mais les machines qu'on retrouve le plus, on va dire, dans le domaine de la gravure, sont du coup la Neo, MX Cube et ML Cube, puisque c'est là qu'on va retrouver nos broches 2 kg 40 000 tours jusqu'à 60 000 tours. Donc, ce sont des broches haute fréquence qui sont très appréciées dans le milieu de la gravure, notamment pour les hautes vitesses de rotation qui sont très utiles lorsqu'on va venir usiner avec des très petits outils. Donc, voilà, j'en parle juste après de nos broches haute fréquence. Donc, 2 kg 40 000 tours, 2 kg 60 000 tours, 3 kg 60 000 tours, ou 3 kg 40 000 tours, pardon, et 4 kg 40 000 tours, qui sont donc des broches à vitesse de rotation élevée et surtout avec une concentricité et une précision assez haute du fait de l'équilibrage de nos outils et aussi de l'utilisation de bridage direct, donc on se prend directement sur la queue de l'outil, ou alors l'utilisation de porte-outils équilibrés qui viennent justement apporter une stabilité à l'outil
lorsqu'on va le mettre en rotation, ce qui va nous permettre de notamment pouvoir graver dans des matériaux très durs, comme de l'acier 60 HRC, lorsqu'on va vouloir faire des outils de frappe, tout ce qui va être médaille, monnaie, etc. Donc, c'est vraiment ce qui fait l'avantage de nos broches et de nos machines, c'est cette rotation élevée et l'équilibrage apporté par nos outils et les porte-outils pour justement limiter les vibrations et amener une stabilité supérieure lorsqu'on usine dans le dur. Un autre point essentiel dans notre gamme, c'est la technologie donc UGV, avec des avances très élevées lorsqu'on va vouloir usiner, donc notamment dans les parties en ébauche. On a également une spécificité, c'est qu'on est capable de gérer ce qu'on appelle nos dynamiques. Donc, ce sont les accélérations et décélérations dans les changements de direction. C'est-à-dire que lorsqu'on est en ébauche, on va vouloir usiner avec des dynamiques assez élevées, donc on appelle nous dynamique 5, où on va du coup accélérer, décélérer très rapidement pour ne pas perdre de temps lorsqu'on a des virages, des changements de direction, et vraiment essayer d'être le plus efficace possible dans les opérations d'ébauche. Et ensuite, lorsqu'on est dans les opérations de finition, passer avec des dynamiques plus délicates, où là justement on va prendre notre temps pour bien faire les changements de direction, ne pas qu'il y ait d'erreurs de poursuite et notamment ne pas générer de vibrations, ce qui pourrait amener à détériorer les gravures. Enfin, un dernier point qui est très important sur nos machines, enfin pas un dernier point, mais un point qui est très important sur nos machines, c'est l'accessibilité, surtout grâce à notre interface, donc qui est une interface tactile et qui est très intuitive, qui permet d'être utilisée par tout type de personnes, donc expérimentées ou inexpérimentées dans l'usinage, mais aussi également tout ce qui va être solution donc de mesure, de repositionnement via nos différents palpeurs. Donc déjà le palpeur 3D qui nous permet de positionner et repositionner des plaques avec une grande précision dans la machine, mais aussi le capteur de longueur d'outil qui vient justement effectuer des mesures à la prise et à la pose de nos outils pour contrôler justement la casse, mais également s'il y a une usure d'outil, compenser du coup l'usure de l'outil qui a potentiellement été servi pendant l'usinage. Autre chose également très important chez nous, ça va être la micro-lubrification à l'éthanol. Voilà, pour les personnes qui du coup usinent du laiton sans plomb, qui va être un peu plus dur que le laiton, un peu plus compliqué à usiner que le laiton avec plomb, où là on n'aura pas forcément besoin de lubrifier. Nos machines sont équipées justement de micro-lubrification, donc à l'éthanol. On va venir du coup avec une alternance d'air et d'éthanol, venir refroidir notre outil et la matière afin d'avoir une meilleure coupe et d'avoir une plus grande durée de vie au niveau de nos outils. Et l'avantage de cette solution, c'est qu'il n'y a pas de dégraissage des pièces à la fin de l'usinage, c'est-à-dire qu'on sort des pièces propres et sèches qui peuvent être utilisables directement. Donc, pas besoin de passer par un cycle de nettoyage pour pouvoir justement utiliser vos outils. Et enfin, je vais vous parler de notre technologie de bridage par le vide, où là justement, on va venir pouvoir, avec donc, nos tables à vide et nos pompes à vide, juste positionner la plaque dans la machine, aspirer et pouvoir ensuite découper entièrement les pièces sans reprise nécessaire. Donc voilà, juste avec une table à vide et un petit carton martyr, donc VacuCard qu'on voit ici, on va pouvoir venir découper complètement nos pièces en entamant ce carton et rendre nos outils utilisables directement après usinage sur la machine. Voilà pour ma petite présentation donc, générale. Maintenant, je vais passer au cas concret, donc la pièce qui a été donc, fournie par Clément. Et donc, nous avons, en corrélation du coup avec lui, fait donc, les parcours d'usinage pour pouvoir usiner donc, la cathédrale Notre-Dame. Donc, comme vous le voyez, Clément vous a montré rapidement comment ça se présente sur Carveco, l'onglet des parcours d'outils. Donc, lorsqu'on a créé une gamme, ça se présente ainsi. Vous avez donc sous l'onglet parcours d'outils l'ensemble des opérations et la liste des outils qui ont été utilisés pendant votre programmation. Il vous en a parlé aussi brièvement. Toutes ces gammes sont enregistrables sous la forme de templates. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé pour la première fois votre gamme d'outillage, que vous l'avez testé, validé, fiabilisé, vous pouvez enregistrer ces séquences sous forme de template et les rappeler à l'infini lorsque vous avez des outils similaires. Ça permet de gagner du temps et ça rend beaucoup plus simple l'utilisation de Carveco, juste voilà, en appelant du coup ces templates, donc 2D, 3D, pour vos pièces qui seraient similaires. Donc, une fois que vous avez tout fiabilisé, tout testé, c'est facile, vous avez juste à rappeler votre template, sélectionner les bons vecteurs et derrière, ça se fait tout seul. Donc maintenant, je vais détailler un peu étape par étape comment on a conçu donc, ce parcours. Tout d'abord, une opération d'ébauche avec une fraise de 6 mm droite, donc 4 en 1 équilibré de chez Datron.
qui va venir en fait juste faire un petit dégrossissage, une petite ébauche au niveau du fronton ici, avec des vitesses d'avance, donc autour des 6 mètres minute, avec une vitesse de 36 000 tours par minute. Je ne suis pas monté très haut en rotation, puisque en showroom ici à disposition, j'ai une broche de 4 kg sur une unité cube qui monte jusqu'à 40 000 tours, mais c'est quand même déjà largement suffisant pour pouvoir faire de la gravure de qualité. Bien sûr, vous pouvez donc avoir d'autres types de broches, comme je le disais, les broches qui montent plus haut, 60 000 tours, où on peut utiliser justement des rotations un peu plus élevées pour faciliter la vie de nos outils à plus petit diamètre. Mais voilà, donc sur notre phase d'ébauche, vous voyez ici en bas, comme je le disais tout à l'heure, une tolérance assez élevée, donc ici de 4 centièmes, avec une surépaisseur de 4 dixièmes, c'est-à-dire qu'on va venir se rapprocher au minimum à 4 dixièmes au-dessus de notre relief pour venir justement faire notre usinage. Derrière la fraise de 6 mm, on va envoyer une fraise de 4, donc pareil, droite. Donc à chaque fois, l'idée derrière tout ça, c'est de partir de la fraise la plus grosse pour aller vers la fraise la plus petite, pour justement amener de plus en plus de détails. Fraise de 4 mm avec toujours des vitesses d'avance élevées, donc 5 mètres par minute, 5000 mm minute, donc dans le laiton. Avec, vous le voyez ici, une tolérance qui se resserre. Plus on avance dans la programmation et dans l'usinage, plus la tolérance se resserre. Et on amène du coup une surépaisseur de 15 centièmes sur notre relief. Ensuite, on va passer aux étapes de semi-finition. Donc, j'appelle de semi-finition avec les fraises de 2 mm et 1 mm, plutôt des outils de type hémisphérique. Donc là, qui vont commencer du coup à venir écrêter donc, toutes les passes d'usinage d'ébauche qu'on aura fait avec nos fraises droites et qui vont commencer à amener donc la forme générale de Notre-Dame et le détail qu'on va avoir du coup sur notre modèle. Donc vous voyez ici donc, la fraise de 2 mm hémisphérique avec une vitesse d'avance de 4000 mm minute donc, dans le laiton. Et on voit toujours pareil, si on suit la logique, la tolérance et la surépaisseur qui se diminuent au fur et à mesure qu'on avance dans l'usinage. Donc rapidement, je vais passer sur la fraise de 1 mm qui suit toujours la même stratégie, c'est-à-dire on diminue la tolérance, on diminue la surépaisseur pour amener de plus en plus de détails et faciliter le travail derrière de nos fraises qui seront plus petites, donc un peu plus fragiles. Sauf que là, depuis le début, nous étions sur des stratégies, je reviens légèrement en arrière, excusez-moi, de stratégies de décalage où on va venir suivre le contour en fait, que Clément nous a fourni donc, avec la conception de Notre-Dame. Là, on passe plutôt sur une stratégie donc, de balayage où on va suivre, comme je le disais tout à l'heure, une direction selon un angle, où là, on va avoir un angle à 90 degrés, donc de bas en haut, la fraise va venir faire un zigzag justement en suivant cette direction. Donc ça a pour objectif de venir écrêter encore plus ce qui a été fait avant et d'avoir un effet qui soit très lisse et pas avoir une trace qui potentiellement s'agrandit avec le modèle. Là, on va avoir quelque chose d'assez lisse et d'assez net, justement, lorsqu'on va vouloir amener beaucoup de détails. Derrière, on va passer aux opérations de finition, d'abord avec une fraise hémisphérique de 0,5 mm. Donc cette fois-ci avec une tolérance de 1 centième et une surrep de 15 microns sur notre détail. Là, vous voyez clairement sur l'image que le pass est beaucoup resserré par rapport à la fraise précédente, puisqu'on est sur un incrément de 5 centièmes. On a de plus en plus de mal à distinguer les passes lorsqu'on regarde la simulation sur Carveco. Donc là, on vient effectuer un balayage à 0 degré, donc avec un angle de 90 degrés par rapport au balayage précédent. Ça a pour objectif justement de venir casser les lignes, de venir casser les crêtes, de croiser en fait le balayage pour amener justement un effet qui soit quasiment imperceptible sur la gravure, pour lisser au maximum le détail et avoir le plus de finesse possible dans notre usinage. Et enfin, dernière petite fraise qui va amener notre finition, donc qui va amener notre détail final, une fraise de 3 dixièmes, 0,3 mm, avec donc cette fois surépaisseur à 0, puisqu'on va venir cette fois usiner donc notre détail complet, venir épouser parfaitement notre forme pour sortir du coup le détail le plus fin qu'on ait sur notre gravure, donc Notre-Dame. Et donc là, cette fois, on remet à 90 degrés pour croiser avec la fraise de 0,5. Et là, vous voyez, avec l'incrément, on distingue même quasiment plus les passes. On voit juste un quadrillage rouge avec notre incrément à 3 centièmes, du coup, qui nous permet d'avoir vraiment capté tout le sel, toute la finesse de notre usinage. Et enfin, on termine par une petite opération donc, de surfaçage sur l'extérieur de Notre-Dame, puisque comme Clément vous l'a montré tout à l'heure, il a fait du coup des petits ajouts sur des reliefs, notamment ceux des volets. Donc on aura certaines parties de Notre-Dame qui seront au-dessus de notre plan zéro pour pouvoir justement donner
toute la vie et tout le relief à notre papier lorsqu'on va venir gaufrer la pièce. Donc là, on revient avec notre fraise de 6 droite, donc pour justement donner l'aspect lisse et descendre notre plan 0 par rapport à Notre-Dame. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo pareille que je vais commenter donc, sur l'usinage, lorsqu'on a réalisé l'usinage sur la machine. Donc là, on est sur une M8 cube, donc je le disais 4 kg, 30 000 tours minute. Donc vous voyez le palpage de l'outil justement pour le mesurer et contrôler l'usure. L'outil de 6 mm qui va venir faire notre petite ébauche sur le fronton, comme je le disais tout à l'heure. Là, on peut observer la fraise de 4 mm avec son décalage 3D qui vient justement commencer à ébaucher grossièrement notre usinage pour pouvoir se rapprocher de notre outil final. Donc vous voyez la forme qui commence à apparaître, la forme de notre nappe qui commence à naître dans l'usinage. Ensuite, le passage de la fraise de 2 mm en semi-finition, pareil en décalage, qui vient justement affiner le travail de la fraise de 4. Donc, qui commence, vous voyez, à amener certains petits détails. On voit notamment en bas la rosace et surtout sur les rois au milieu. Là, on voit la fraise de 1 en balayage, du coup, qui fait des allers-retours de manière verticale pour venir écrêter et commencer à amener du détail. La fraise de 0,5 qui passe à 90 degrés pour justement affiner encore plus. Et enfin, la fraise de 0,3 qui là va nous amener toute la finesse et tout le détail de notre usinage. Et donc là, vous voyez, je vais faire une petite pause, les détails donc, de notre usinage avec justement le fronton, le drapé dans les robes des rois, la rosace et tous les détails sur les fenêtres notamment qui sont amenés par l'usinage avec la fraise de 0,3 mm. Je reviens sur mon diapo. Donc là, je vais parler un petit peu de la gamme donc des outils qui ont été choisis. Donc vous avez ici donc, toutes les références qui ont été utilisées pendant notre usinage. Donc vous voyez des fraises donc, plutôt droites pour les phases d'ébauche, donc 4 en 1. Les fraises hémisphériques pour tout ce qui concerne les semi-finitions jusqu'à la super-finition, donc qui vont de la fraise de 2 jusqu'à la fraise de 0,3. Donc tous ces outils sont disponibles à la commande chez nous. Enfin, voilà le rendu final donc, de la pièce. Vous l'avez vu un peu pendant la vidéo. Vous voyez donc tous les détails qui ont été apportés par l'usinage et aussi donc, grâce à la conception donc, de Clément. On voit notamment sur le fronton, comme je le disais, tous les petits détails dans les arcades, les drapés dans les robes des rois. Lorsqu'on regarde au-dessus des portes, vous avez tous les détails donc, sur les ornements de la façade de Notre-Dame. Et donc cette diapositive donc, conclut ma présentation sur la programmation et l'usinage de Notre-Dame de Paris. Donc je vais rendre la main à Jocelyne, du coup, pour conclure du coup la présentation de ce webinaire. Merci. Je vais pouvoir remettre mon écran. Donc, merci pour cette présentation. Donc, ce webinaire est donc terminé. Je ne sais pas si il y a eu des questions qui ont été posées, mais je crois qu'effectivement, il n'y a pas de questions posées dans le chat. Je vérifie. Donc, ce que je vous propose, c'est de conclure ce webinaire en vous remerciant bien sûr pour votre présence, en vous expliquant donc effectivement, nous avons voulu concevoir un webinaire qui soit très orienté sur le gain de temps, la créativité grâce à l'IA avec Arbeco, la précision améliorée grâce aux UGV d'Atron, l'utilisation des matériaux et du laiton tel qu'on l'a vu, et donc vous permettre donc encore une fois de gagner du temps, d'améliorer votre productivité et la qualité et obtenir la qualité attendue. Donc, merci pour votre présence, pour le temps que vous nous avez consacré. Donc, Stéphanie Goudgat et moi-même sommes disponibles pour répondre, et notre équipe technique qui nous accompagne, bien sûr, est disponible pour répondre à vos questions, pour vous proposer des échanges très personnalisés par rapport à vos besoins. Il nous est toujours possible de reprendre des cas concrets et de vous démontrer comment on peut vous apporter ces gains et ces améliorations grâce à ces échanges et à ces tests. Donc,
je vais laisser la parole à Stéphanie me concernant. Donc, je vous remercie et donc peut-être à très bientôt lors d'un échange personnalisé. Merci. Oui, alors tout à fait, moi je vous remercie, pareil, et n'hésitez pas, effectivement, si vous souhaitez maintenant voir tourner ces machines en live, c'est faisable. On peut vous recevoir sur le site de Sevrier, vous recevoir aux journées portes ouvertes allemandes, vous recevoir aussi sur Micronora, qui sera notre prochain salon où on aura pas mal de gravures. Donc ce sera avec plaisir qu'on pourra vous accompagner dans vos projets, vous recevoir, vous présenter les machines et l'ensemble du process, conception, fabrication de ces beaux outillages. C'est toujours un plaisir de travailler sur le sujet de la gravure. On voit de belles choses. Donc, nous restons toute l'équipe, toutes nos équipes à votre disposition. Voilà, très bonne journée à tous. Merci, bonne journée, au revoir. Je me permets juste, excusez-moi, il y a 2 questions dans le chat. Elles sont apparues il y a 1 minute. Ah, C'est pour ça. J'ai regardé, donc je vais essayer d'ouvrir la question. Donc, pouvez-vous donner les… Je ne vois pas. Tu vois la question, Amélie? Oui, pouvez-vous donner les temps d'usinage de chacune des phases? Et peut-on usiner une céramique usinable telle que le Macorge? La première question, pardon, c'était les temps? Oui, les temps d'usinage de chacune des phases. Ok, alors, les temps d'usinage, je vais juste revenir sur mon petit diapo à la louche pour le donner. Donc, temps total donc, de la gravure, je crois qu'il y en avait pour à peu près 10 heures d'usinage, donc avec la finesse donc, amenée du coup par la fraise 03. Grosso modo, l'ébauche, donc ça n'a pas pris très longtemps, je crois qu'il y en a eu pour à peu près 100 minutes, même pas, de tout usiner, donc fraise de 6, fraise de 4. À partir de la fraise de 2, c'était un peu plus long. J'ai plus exactement les temps en tête, mais je crois qu'il faut compter peut-être une trentaine de minutes pour la fraise de 2, la fraise de 1 mm. Donc, on va dire les usinages de tout, donc des semi-finitions. On allait assez vite finalement avec ces fraises-là. Par contre, pour les fraises de 0,5 et 0,3, là, effectivement, ça a pris quand même pas mal de temps pour justement venir amener donc, cette finesse-là et aussi pour préserver nos outils lors de l'usinage. Donc là, on en avait à peu près au total, donc ébauche jusqu'à la finition, un peu moins de 10 heures, je dirais, tout en sachant que j'en ai discuté avec Clément également, c'est plutôt des paramètres, on va dire, qui sont assez conservateurs pour justement conserver la durée de vie des outils, pour être sûr de ne pas avoir un problème, une casse, quoi que ce soit. Voilà. Donc, ces paramètres qui sont assez conservateurs, on pourrait peut-être aller un peu plus vite. Mais disons que dans l'optique où on devrait lancer une production comme ça, par exemple un week-end ou la nuit pour gagner du temps, ce sont des paramètres qui sont assez sereins, justement oui, qui sont assez sereins, justement pour lancer donc, les gravures. Tout en sachant aussi que Stéphanie me le fait remarquer, mais que sur les Datron, on a aussi donc un système d'outils frères qui permet en cas d'usure prématurée ou de casse de pouvoir justement changer l'outil et de repartir à l'opération précédente pour justement reprendre ce qui a été non usiné. Voilà. Après, c'est peut-être difficile de se rendre compte du temps sans avoir trop les dimensions de la pièce et sans voir à la loupe la finesse des détails. Parce que, par exemple, je crois que vous avez une photo un peu plus haut dans la présentation de Quentin, vous avez une photo du coquillage, il me semble qu'elle y était. Le coquillage est très beau, il paraît presque aussi détaillé, mais on l'a fait en 1 heure. Parce que là, on peut, voilà, selon la taille de la pièce, selon la finesse des détails, on a vite de très gros écarts hein, dans ce domaine d'activité. Donc, pour se rendre compte, il faudrait peut-être voir les dimensions de la pièce et surtout regarder à la loupe les finesses de détail parce que c'est assez impressionnant sur cette pièce-là. Donc, les variations de temps sur de la gravure, c'est vraiment, ça peut être énorme selon les détails. Et après, je crois qu'il y avait une question matériaux. C'était quoi une autre question, pardon? Donc, j'ai entendu céramique. Oui, peut-on usiner une céramique usinable telle que le MACOR? J'ai peur de le dire, d'accord. Donc, céramique. Alors, donc de l'autre côté, les céramiques, c'est un matériau qu'on maîtrise très bien dans le sens où on a des gestions de poussière, on a beaucoup travaillé pour des applications céramiques, que ce soit médicales ou électroniques. Après, il faut voir s'il s'agit d'une céramique préfritée ou pas, enfin cuite ou pas, pour le type de lubrifiant, parce que si elle est cuite, elle peut être très dure et avoir besoin d'eau.
Donc moi, je ne connais pas toutes les nuances de céramique, mais c'est un matériau qu'on travaille très bien et on sait gérer les poussières. On emmène beaucoup de petits outils, dans notre cas, en médical ou en électronique dans les céramiques. On a l'habitude de travailler ces matériaux. Après, pour ce type de gravure-là, dans de la céramique, il faudrait tester. On n'a pas eu l'occasion de faire des gravures artistiques. Mais s'il s'agit d'emmener des petits outils dans de la céramique, ça, on a l'habitude. Donc, moi, je ne vois pas de point de blocage, en tout cas en termes de faisabilité. Après, tout dépend du besoin précis et détaillé. C'est dur de se positionner sans en savoir plus. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, la céramique ne nous fait pas peur et on sait gérer les poussières. C'est une des grosses contraintes avec ce matériau. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Oui, il n'y a pas d'autres questions. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, merci encore. Et donc, encore une fois, pour même aller plus loin sur les questions qui ont été posées, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra donc prendre plus de temps pour traiter ces sujets-là et vous accompagner. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. J'attends au cas où. Mais non, voilà, très bien. Je pense qu'on peut terminer, Stéphanie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Merci. Et merci, au revoir et bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. De l'eau, si ça vous va.